Retrouvez Smart at Work en partenariat avec Manutan. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart at Work, votre émission mensuelle autour du concept du bien travailler. Alors ce mois-ci, je vous propose de plonger dans l'univers de la logistique, un secteur dont l'importance stratégique a été évidemment mise en évidence lors de la crise, ce qui entraîne d'ailleurs pas mal de défis pour nos entreprises. Comment assurer des livraisons toujours plus rapides, comment sécuriser la supply chain, comment attirer les talents dans ces métiers à fortes contraintes, et bien autant de questions auxquelles on va tenter de répondre avec nos invités dans Smart at Work aujourd'hui. Et pour commencer cette émission, je suis avec Anne-Marie Drac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de France Logistique. Alors, ça a été lancé il y a un peu plus d'1 an. Ça regroupe l'ensemble des acteurs privés de la filière logistique française. Il y avait un besoin de la structurer, cette filière. Qu'est-ce qui a motivé la création de France Logistique en janvier 2020 ? En fait, deux choses. Le besoin, effectivement, de la structurer pour pouvoir parler de même voix avec les pouvoirs publics, parce qu'il y a beaucoup de sujets réglementaires, etc. Et d'autre part, je dirais surtout, énormément de projets en matière de compétitivité et de verdissement, qui sont vraiment les deux axes de progrès pour notre filière. Je rappelle que c'est quand même 10% du PIB français. Et puis, comme vous l'avez dit en introduction, on peut, malheureusement, empêcher les gens de bouger, mais les marchandises, elles ne télétravaillent pas. Il faut effectivement les transporter pour pouvoir vivre ou travailler. Alors vous dites 10% du PIB français, on a une idée aussi en termes d'emploi de ce que ça représente ? Oui, c'est 1 800 000 emplois. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont sur tout le territoire et c'est des emplois de différentes natures et en particulier de plus en plus d'emplois digitaux. C'est également un secteur dans lequel il y a beaucoup de promotions internes et donc une dynamique d'emploi qui était avant la crise de l'ordre de création d'emplois nets de l'ordre de 30 000 par an. Ah oui, à peu près. Oui, tout à fait. Et c'est un secteur qui va recruter. Bon, là, on est tous évidemment dans des périodes intermédiaires. On espère intermédiaires qui ne durera pas trop longtemps. Mais oui, c'est un secteur dynamique et nous avons le sentiment que tout ce qui se passe, on parle de relocalisation, on parle d'aménagement du territoire, etc. Il y aura de plus en plus besoin de logistique. Oui, c'est ça, parce qu'il y a aussi tout ce maillage territorial en fait qui est derrière ces questions de logistique et derrière toutes ces entreprises, que j'imagine qu'il y a beaucoup de PME aussi qui se cachent derrière. Oui, alors comme vous dites, il y a un maillage territorial. En fait, c'est un grand territoire parce que un certain nombre de produits viennent de très loin. Dans la logistique, il y a par exemple le fait que le canal de Suez a été bloqué, toute l'Europe a été grippée. Bon. Et puis, vous avez effectivement un très grand nombre d'entreprises, en particulier des entreprises de transport routier de marchandises, qui sont les plus actives aujourd'hui et les plus actives dans le verdissement en particulier, sont réparties, comme vous dites, sur tout le territoire. Il y a beaucoup d'endroits où ce mode de transport est le seul à pouvoir desservir, parce que les trains dont nous soutenons le développement, évidemment, n'arrivent pas dans les supermarchés des petites villes. Est-ce que vous avez l'impression quand même que la crise a mis un peu une lumière, une focale sur ce secteur qui était un peu peut-être délaissé, un peu pas suffisamment peut-être médiatisé aussi ? Oui, ça a mis en lumière effectivement que la logistique c'est la vie. Sans logistique, bien vous n'auriez pas la robe que vous portez, nous ne serions pas là. Donc oui, il y a eu cette agilité incroyable de tous les acteurs de la logistique, parce que la logistique, ça se définit par l'organisation des stocks et des flux pour que ça soit le plus économique et le plus écologique possible. Ça va ensemble, économie, écologie. Bon. Et là, c'est vrai que pendant la crise, et en particulier le premier confinement, il y a eu beaucoup de désorganisation. Bon. Et donc, ils se sont adaptés et il n'y a pas eu de rupture d'approvisionnement. Que ce soit dans les magasins, les hôpitaux, ou que ce soit dans les entreprises qui ont continué à travailler. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une bonne partie de la logistique, c'est l'approvisionnement des entreprises, des usines, des ateliers, des commerces, bien sûr, et des restaurants. Espérons qu'ils rouvriront vite. Mais tout l'appareil de production. Voilà. Vous dites qu'il y a deux enjeux majeurs aujourd'hui, c'est le verdissement et la compétitivité. Oui. Alors le verdissement, effectivement, on l'entend bien. La compétitivité, il y a un problème aussi en France aujourd'hui ? Écoutez, le verdissement, on l'entend bien, mais attendez, le verdissement, pour aller vite, c'est exactement comme pour les voyageurs. Moi, j'ai été dirigeante dans le secteur des transports de voyageurs, c'est la même chose. Donc, il faut, si possible, réduire les distances. C'est sûr que si les entrepôts sont en Belgique ou à 35 km du cœur des villes, ce qui est de plus en plus le cas aujourd'hui, c'est pas bon. Il faut massifier.
c'est pas beau que le mot massifié. Bon. Mais un bus, on trouve ça sympa. Bon. Ouais. Et c'est utile. Bon. Le bus, il remplit exactement la même fonction que les camions. Bon. Et puis, il faut... On l'entend pas souvent de cette façon. Non, voilà. Ouais. Et puis, il faut verdir. Et verdir, là, il y a un énorme effort industriel et de financement qui doit être mené à l'échelle de l'Europe. La perspective, c'est qu'il n'y ait plus de camions diesel vendus à partir de 2040. Bon. Mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'autres types de camions. Il commence à y avoir des camions au gaz, bon. Des camionnettes. Il commence à y en avoir des électriques. Bon. Et donc, il y a un énorme effort industriel et un énorme effort de financement. Et donc, un des grands enjeux des prochaines années, pour pas dire décennies, ça va être comment est-ce qu'on finance ce verdissement des flottes en même temps que le transfert modal pour les 25% à peu près que le rail pourrait récupérer. Alors, la compétitivité, ça va avec. Bon. Quelque chose qu'on ne sait pas, c'est que la logistique, c'est délocalisable. Là, vous allez me dire, mais comment c'est possible, ça ? Ben oui. S'il est trop difficile d'implanter des entrepôts en France, bon, où est-ce qu'ils vont, les entrepôts ? En Belgique, j'imagine, oui. En Belgique, Luxembourg, en Allemagne. Et il vous arrive peut-être de commander des paquets, des choses qui vous arrivent d'entrepôts situés à l'étranger. Bon, c'est délocalisable. En ce qui concerne le transport lui-même, le transport de marchandises, bon, on a de tels problèmes de compétitivité sur les impôts, sur les taxes. Bon, puis là, malheureusement, la loi sur le climat va en rajouter. On se demande pourquoi, parce que ça ne va pas arranger le climat de taxer des camions français. Bon, parce que l'essentiel des transports de marchandises sont faits en réalité par des camions étrangers. Parce que nous manquons de compétitivité. Et puis pour les ports, malheureusement, c'est davantage connu que leurs problèmes de fiabilité font que souvent nous sommes contournés. Donc il y a des enjeux de compétitivité intrinsèques, bon, mais le plus important pour nous, c'est pas ça. Le plus important pour nous, c'est d'être compétitif au service de l'industrie. Quand je vois des entreprises industrielles, France Industrie, la ministre de l'Industrie, qui est très 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 engagée à nos côtés, hein, Agnès Pannier-Runacher. Bon. Quand je vois à quel point il se soucie de ce qu'il y ait de la logistique au moment où on relocalise, il y ait de la logistique au moment où on parle de réaménager un certain nombre de territoires plus ou moins abandonnés. Bon, c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui nous motive, c'est de mettre notre compétitivité à nous au service de la compétitivité de l'industrie, de l'agroalimentaire, et puis finalement de toute l'économie, le BTP aussi, etc. Merci Anne-Marie Idrac, vous restez avec nous, on va poursuivre ce débat avec deux chefs d'entreprise tout de suite. Et on poursuit cette discussion avec Pierre-Olivier Brial, directeur général délégué de Manutan et partenaire de cette émission. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour. Et à vos côtés, Jean-Thomas Schmitt, directeur général d'Epner, société de transport et de logistique. Bonjour. Bonjour. Et toujours Anne-Marie Idrac, présidente de France Logistique. Alors on disait avec Anne-Marie, il y a deux gros sujets majeurs qui sont la compétitivité et le verdissement de cette filière logistique. Il y a quand même peut-être aussi un défi technologique, non Pierre-Olivier Brial, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui tout le monde attend des livraisons ultra rapides et que derrière, il faut que la supply chain elle suive, quoi. Oui, c'est un métier qui est devenu très technologique. Quand je vois d'ailleurs les deux derniers investissements qu'on a fait chez Manutan, on a construit un entrepôt à Vosges, près de Saint-Étienne, et un sur notre siège de Gonesse. Ce sont des entrepôts très technologiques si je compare par rapport à il y a 10 ans. Donc ça devient vraiment un métier qui est de la tech, beaucoup de tech et du physique. Mais alors c'est lié d'une part effectivement à la rapidité de traitement. C'est lié au fait que dans l'e-commerce, on vend des produits de toute taille, donc on a besoin de solutions très adaptées. Et puis c'est aussi lié à la nécessité de faire de l'efficience, parce qu'il y a beaucoup de modèles qui ont émergé, qui sont extrêmement technologiques. Et donc pour suivre, il faut effectivement avoir une logistique qui est tout aussi performante. Chez Epner, vous avez eu le sentiment que les attentes de vos clients, elles ont évolué là-dessus, en termes de délai de livraison, par exemple ? Oui, pas tant en termes de délai de livraison que de remontée d'informations. C'est-à-dire que le changement de paradigme majeur dans notre métier, c'est la transformation pour passer d'une livraison, d'une qualité de livraison en termes de délai, avec une intégrité de la marchandise qui soit complète, à une remontée d'informations qui se fasse en temps réel, de manière transparente et de manière claire, quoi. Donc c'est vraiment un enjeu technologique qui se rajoute effectivement à notre métier. Le point de vue opérationnel passant presque un peu au second plan par rapport à l'enjeu technologique et à la remontée d'informations. La personne, le collaborateur d'une entreprise qui commande chez Epner,
c'est le même qui commande sur de grosses entreprises du e-commerce qui viennent des États-Unis, dont on citera pas le nom, et qui attend les mêmes caractéristiques en termes d'envoi, de livraison, et puis surtout de remontée d'informations, de tracking, de tracing, etc. Donc c'est vraiment une attente très forte et renouvelée de nos clients. Aujourd'hui, Anne-Marie Drac, c'est devenu un métier technique et presque tech au sens technologique du terme, la logistique. Oui, il y a de plus en plus, comme je disais tout à l'heure, de recrutement dans ce domaine et de possibilités d'évolution des personnes là-dedans, mais ça reste quand même un métier humain. Et par exemple, sur les livraisons, j'ai parlé des livraisons dans une usine, parce qu'il y a beaucoup plus de livraisons dans des usines que chez les particuliers. Bon, voilà. Eh bien, c'est vrai qu'on s'attend à ce qu'il y ait malgré tout une relation humaine. Et c'est pour ça que ça a été assez difficile pour la partie émergée de l'iceberg logistique, c'est-à-dire les transporteurs, d'être quelquefois mal accueillis, vous voyez, dans les cours d'usine. Parce qu'au final, il y a quand même cette relation et cette compréhension des métiers de l'un ou de l'autre. Donc, en fait, comme tous les métiers technologiques, eh bien, il reste de l'humain derrière, ou comme tous les métiers humains, eh bien, ils sont facilités, améliorés par la technologie. Oui, la technologie, ça peut améliorer la compétitivité. Vous avez équipé, vous, par exemple, vos entrepôts de solutions, je ne sais pas, type robotisation chez Manutan ? Oui, on a équipé d'AutoStore, on a équipé... Alors, en fait, il y a... C'est quoi un AutoStore ? Un AutoStore, en fait, ce sont des... Alors, vous imaginez, nous, ce qu'on a, c'est un cube avec des robots, donc un stockage en 3 dimensions avec des robots qui vont chercher les produits et qui l'amènent directement à l'opérateur. Alors, mais en fait, ça correspond... Il y a 2 choses. Il y a la question, aujourd'hui, l'e-commerce est très, très réactif. Donc, on a besoin de solutions qui sont capables de monter en charge très rapidement. Donc c'est ce que permet la technologie. Et ensuite, mais beaucoup de la logistique n'est pas automatisable. C'est-à-dire qu'on voit souvent la logistique comme des produits très automatisables. Nous, on vend beaucoup de mobilier qui n'est pas automatisable. Donc l'idée, c'est quand même effectivement d'automatiser ce qui est possible pour mettre plus de personnes là où ce n'est pas automatisable et là où il y a des enjeux très importants d'emballage, de qualité de service, etc. Parce qu'au final, quand on veut recevoir un meuble, on veut le recevoir en bon état. Donc automatiser ce qui est simple et mettre plus de personnes pour faire plus de qualité sur ce qui est compliqué. Quand vous parliez de tracking et de tracing, Jean-Thomas Smith, est-ce que vous avez des solutions qui vous permettent aujourd'hui de sécuriser suffisamment ? Parce que c'est tout cet enjeu-là derrière, en fait. C'est pas seulement le client qui veut savoir où en est son produit, c'est aussi être sûr qu'il ne va rien lui arriver à son produit. Oui, alors absolument. Moi, je ferais juste un tout petit rappel d'un vrai changement de paradigme fort chez moi. C'est-à-dire que typiquement, dans notre groupe Epner, on avait coutume, en tout cas, de prétendre être un peu leader sur la partie qualitative opérationnelle pure il y a de ça quelques années. Et on entend maintenant depuis 2 ans peut-être, et c'est vraiment un mouvement fort, des clients qui nous disent « je préfère travailler avec X qui est à 92% de taux de livraison qu'avec Epner qui est peut-être à 95 à 96, mais X sait me dire exactement où, quand et quand il sera relivré sur les 8% restants, qu'avec Epner, qui a parfois un peu de mal à remonter l'information sur les 4% ou les 5% restants. Et donc, c'est un vrai changement de priorisation. Et donc là, il a fallu qu'on rattrape certaines briques technologiques. Alors, on a la stratégie de ses moyens, on n'est pas un grand groupe. Donc on ne peut pas être tous azimuts et il faut qu'on se concentre sur notre core business. Et de ce point de vue-là, on travaille aujourd'hui avec un écosystème, des briques technologiques qu'on est en train de compiler pour en faire finalement quelque chose de à la fois très très ergonomique pour nos clients, les destinataires de nos clients qui sont vraiment presque devenus autant nos clients que nos donneurs d'ordre. Et puis d'autre part, des gens qui vont beaucoup plus vite que nous, qui sont digital by design, ce qui n'est pas forcément toujours notre cas. Donc voilà, donc on s'associe avec des gens et je pense qu'effectivement on est en train doucement de rattraper notre retard, voire peut-être même de doucement arriver à quelque chose qui sera un standard de marché. Mais c'est marrant parce que vous êtes une entreprise familiale, donc la mutation, j'imagine, et c'est presque un changement de culture en fait, d'aller vers davantage de technologie quand on fait, j'imagine que le transport routier il y a 15 ou 20 ans, quand votre famille elle a commencé, je ne sais pas à quelle date, mais ça a énormément changé. Oui, c'est sûr que mon arrière-grand-père, il a racheté cette entreprise parce qu'il y avait plus de chevaux dans la petite entreprise qu'il rachetait que le plus gros paysan de son village, lui-même étant paysan, donc c'était la compétition. Là, on est très très loin de ça, effectivement. Ouais. Et aujourd'hui, moi je pense que d'abord toutes les entreprises sont devenues
devenues des entreprises informatiques. On parlait avant l'émission avec Pierre-Olivier des montants d'investissement dans l'informatique qui ne cessent de croître et de l'effet ciseau qu'on est en train de prendre avec un chiffre d'affaires qui est en train de revenir au niveau de 2019 et des coûts de passage de logiciels qu'on est passé en SaaS, etc. et qui augmentent pendant ce temps-là. Donc tout ça est un univers qui est profondément en train de changer et qui demande une autre approche, peut-être plus projet, sans doute dans une approche de management de scalabilité, c'est-à-dire moins de liberté peut-être d'entrepreneuriat ici ou là. Donc voilà, ça change beaucoup de choses, ça impacte énormément de choses, mais c'est sûr que la technologie est au cœur aujourd'hui de notre action parce que c'est finalement l'attente principale de nos clients, c'est la remontée d'informations, c'est les touchpoints clients, c'est voilà. Alors, on aura beau mettre toute la technologie du monde, Anne-Marie Drac, il faut quand même, vous le disiez tout à l'heure, des entrepôts à côté et pas loin, en tout cas pour que ça puisse permettre ces délais de livraison assez rapides. Mais aujourd'hui, on a quand même l'impression, en tout cas en France, que finalement personne ne veut d'entrepôt à côté de chez soi. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire accepter à la population française que, bah oui, il y a un prix à payer pour une logistique efficace et pour une réindustrialisation de la France qui est la création de nouveaux entrepôts? Oui, c'est vrai que parmi les beaux projets qu'on a, qu'on appelle une logistique verte, puisque c'est vraiment ça le projet collectif dans lequel nous sommes embarqués. Monsieur Schmitt fait partie de France Logistique, enfin EFNER fait partie de France Logistique, oui. Il y a effectivement d'agir sur tous les leviers. Et c'est vrai que, par exemple, pour la logistique urbaine, une des raisons pour lesquelles c'est pas si écolo que ça, c'est parce que si je prends la région parisienne par exemple, les entrepôts n'ont fait que s'éloigner du centre-ville. Et donc ce qui serait très bien, et ce qui commence à se faire d'ailleurs, ça serait de faire ce qu'on appelle quelquefois des hôtels logistiques ou des possibilités d'utiliser des friches. Mais malheureusement, c'est pas si facile que ça au point de vue réglementaire. Donc il y a beaucoup de choses à faire qui sont souvent des petites choses. Ça se fait pas en claquant des doigts. Il y aura pas un avant, un après, non. Mais bouger sur les mentalités, sur les technologies, beaucoup, sur les réglementations. Bon, par exemple, dans le cadre du projet de loi climat, ce que nous proposons, c'est qu'on puisse implanter des entrepôts sur des friches. Ça serait quand même beaucoup mieux que de les étaler, entre guillemets, en artificialisation, comme on dit, des sols. Bon. Il se trouve que c'est pas si facile que ça. Donc voilà, c'est le projet. De même que pour les transports. C'est la loi qui n'est pas faite pour. C'est toute une série de réglementations, toutes plus complexes les unes que les autres. Donc il y a à la fois un sujet politique, vous avez parlé d'acceptation, et puis derrière plein de sujets techniques. C'est pareil pour la motorisation des camions. Bon, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure en introduction de l'émission, ce qu'il va falloir, c'est d'énormes besoins de financement et d'énormes efforts industriels pour passer de camions diesel à des camions gaz. Ça commence, vous en commencez à en avoir pas mal, et puis progressivement d'autres formes d'énergie. Bon, tout ça, il faut des décennies. Donc il faut s'y mettre, pas trop tard. Il faut trouver les sous et il faut que les industriels concernés, malheureusement il n'y en a pas beaucoup de Français, s'organisent aussi à l'échelle européenne pour produire autre chose. Donc voilà, ce que je voudrais dire, c'est que c'est à la fois une belle vision et puis des tas d'ajustements techniques et sociaux et juridiques pour aboutir à nos fins. Justement, Pierre-Olivier Briel, quand vous avez ouvert ces nouveaux entrepôts, vous avez été confronté à cette réglementation un peu compliquée. Comment ça s'est passé? Alors nous, il se trouve qu'on a construit des entrepôts qui sont HQE. Ah, d'accord. Voilà. Ils sont presque tous HQE maintenant. Voilà. Mais alors, les nouveaux, ils sont presque tous. Voilà. Ah oui, il y a 12 ans, c'était... Il y a 12 ans. Et d'ailleurs, on a été pionnier, oui. sur notre siège, on a été le premier site en France où il y avait du tertiaire et des entrepôts HQE. Ah ouais, super. Bon, après, il faut aussi relativiser, c'est-à-dire que le transport, c'est 6% des émissions de CO2. C'est quand même... c'est celui qu'on voit peut-être le plus et qu'on pointe le plus facilement du doigt, en tout cas. Voilà, mais c'est vrai que ça se joue aussi beaucoup en amont. C'est-à-dire, nous, par exemple, Manutan, ce qu'on propose aux clients, c'est déjà parfois de moins consommer. Parce que le vrai économie, c'est quand même ce qui coûte, c'est ce qu'on fabrique. Ouais. Et d'autre part, il faut de la techno aussi, parce qu'on demande à livrer, quand on peut aujourd'hui livrer tous des produits en une semaine. Il y a des sites qu'on livre 16 fois par semaine. Donc on propose à des clients de livrer qu'en une seule fois. Alors c'est un peu le paradoxe aujourd'hui, c'est que c'est devenu tellement simple d'être livré que finalement on fait au fil de l'eau et on anticipe. On fait au fil de l'eau. Et donc il y a aussi une éducation à faire, et ça je pense que c'est notre travail de commerçant, de ce qui est possible en termes de regroupement, de ce qui est possible en termes de baisser en termes de surconsommation, d'emballage, etc. Parce qu'on focalise beaucoup sur le transport, mais quand on regarde la chaîne, c'est quand même la fabrication, c'est ça qui coûte quand même le plus en CO2.
Jean-Thomas Schmitt, vous avez travaillé sur des rationalisations des expéditions, par exemple. J'imagine que si vous transportez un meuble de chez Manutan, il y a peut-être une façon de les agencer pour en mettre plus. J'imagine que c'est des choses sur lesquelles vous réfléchissez, non ? Oui, nous, c'est le cœur de notre métier, en fait. C'est notre quotidien. On fait vraiment, on est le spécialiste, je ne veux pas rentrer dans des détails trop techniques et rébarbatifs, mais on est spécialiste du groupage. Et pour reprendre l'expression d'un de mes confrères que j'ai entendu à la radio l'autre jour, nous, on est les transports en commun de la marchandise. C'est-à-dire qu'on met tout... Anne-Marie Drake faisait la comparaison avec les bus, c'est la même chose. Mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, on met la marchandise dans un camion de Manutan, d'un autre, etc. On regroupe sur un centre et on réexpédie dans toute la France la marchandise de très nombreux clients. On a 10 000 clients qu'on met tous les jours en commun dans nos véhicules. Le poids moyen d'un envoi étant aujourd'hui de 80 à 90 kilos. Voilà, vous imaginez que pour remplir un camion, il faut de nombreux envois, pas seulement du même client, mais évidemment de très nombreux clients du même écosystème géographique. Et ça permet aussi, j'imagine, d'éviter des émissions. Et voilà, vous travaillez aussi sur des équipements plus verts pour vos camions. Anne-Marie Drake parlait de camions au gaz, mais je ne sais pas quelle solution il existe autrement. Des camions à hydrogène, ça existe ? Alors aujourd'hui, non. Hein. Aujourd'hui, non. En fait, voilà, aujourd'hui, on on a effectivement, la nature même de notre métier, c'est de regrouper les marchandises et d'éviter la déperdition. Après, vous avez des déséquilibres de flux qui sont naturels. Quand l'Allemagne expédie 2 fois plus vers la France que la France vers l'Allemagne, il faudra un jour qu'on m'explique comment on fait pour remplir complètement le vide qui part là-bas. Mais et donc là, il ne faut pas trop simplifier les choses. Mais par ailleurs, sur les aspects technologiques de changement de notre flotte, nous on a entamé une politique de transition qui s'appelle Drive Green, qui est en fait la transition de notre flotte et surtout celle de notre sous-traitance vers le GNV essentiellement, qui est assez performant hors l'hypercentre. Donc voilà, on a investi 15 millions pour changer 50% de notre flotte sur les 2 prochaines années et accompagner beaucoup de sous-traitance. On en a déjà 11 qui se sont convertis à sa GNV. Il y a eu un devoir de persuasion et de pédagogie qui a été très important, mais on y arrive. Et ensuite, vous avez un mixte énergétique qui se fait pour l'hypercentre, notamment autour de l'électrique, qui est quand même très performant pour l'hypercentre, mais coûteux à l'achat. Et Anne-Marie rappelait qu'effectivement, ça avait un coût de départ et des fabricants qui n'étaient pas toujours très, très aux normes. Et puis, vous avez ensuite tout ce qui est triporteur, etc. J'ai lu un exemple où on a livré 6 tonnes de briques dans le centre-ville de Strasbourg avec un triporteur. C'est bien la preuve qu'il y a une vraie amélioration. 6 tonnes par triporteur ? 6 tonnes par triporteur. Ah ouais. C'est bien la preuve qu'il y a une vraie amélioration de cet engin-là, auquel moi j'étais assez dubitatif au tout départ. Mais il faut avouer que les cyclistes sont très performants vraisemblablement, mais bien aidés aussi par les machines. Et dernier point, il manque quand même un sujet on parle beaucoup de taxation, de transition, etc. Il faudrait quand même qu'il y ait des infrastructures pour le faire et que tant qu'on n'a pas des infrastructures d'avitaillement notamment, que ce soit pour l'électrique, que ce soit pour le GNV ou peut-être demain pour l'hydrogène, on peut taxer, mais c'est une taxe de production comme une autre, c'est pas une transition financée, quoi. Vous voyez, pour aller tout à fait dans ce sens-là, sur le périmètre du Grand Paris, les prises, les recharges pour le GNV se comptent sur les doigts des mains. Pas plus, sur tout le périmètre du Grand Paris. Bon. Or, on nous dit qu'il n'y aura plus le droit de faire circuler des véhicules diesel. Donc, quand on dit qu'il y a beaucoup d'investissements, c'est aussi effectivement sur les recharges. Vous voyez, on est en train d'essayer d'atteindre péniblement 50 000. Bon, le gouvernement dit 100 000 prises pour les voitures. Moi, j'ai pas entendu le moindre objectif pour les camionnettes, et c'est pas forcément les mêmes. Et avec des contraintes, par exemple, tout simplement, ça va changer le temps de travail ou l'organisation des tournées des gens qui conduisent des camionnettes électriques par rapport à des camionnettes qui ont moins besoin de se recharger souvent, des choses comme ça. Bon. Donc voilà, ce sont des gros mouvements. Ça ne se fait pas comme ça, simplement en disant youpi, on va tous devenir verts. Et au point qu'on a inclus des stations GNV dans nos constructions. Dans notre nouvelle agence du Mans, on a inclus notre propre station, à Lille aussi, sauf que les pompiers n'étaient pas d'accord, etc. Donc voilà, c'est très compliqué. Le millefeuille administratif arrive toujours à un moment ou à un autre, effectivement. On n'a pas parlé encore des conditions de travail dans ce secteur, mais je crois que c'est assez compliqué. Et quand même, j'ai vu un truc qui m'a... Alors vous allez me dire, c'est une étude de l'Union internationale des transports routiers réalisée dans 23 pays en Europe. Le chiffre des postes non pourvus, 17% cette année dans le secteur des transports et de la logistique. Pierre-Olivier, ça vous étonne ou pas ? Alors moi, ça ne m'étonne pas. D'une part, moi, j'insiste beaucoup sur le fait que c'est un métier d'intégration sociale, le métier de la logistique du transport. Donc il y a un rôle vraiment très important dans la société. Parce que tout le monde ne peut pas démarrer dans l'informatique, etc. Et on voit notamment dans les ETI des très belles carrières. Et puis ça permet à beaucoup de gens de rentrer sur le marché du travail.
Donc déjà, ça, c'est important. Après, oui, ce sont des métiers sous tension parce que souvent, il y a des concentrations d'entrepôts sur des zones. Donc forcément, tout le monde recherche. Après, il faut faire un gros travail. Nous, ce qu'on a fait sur les conditions de travail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des entrepôts qui sont vraiment des endroits où c'est agréable de travailler, où on prend soin des collaborateurs. Et donc, c'est tout aussi important. Aujourd'hui, on parle beaucoup des bureaux sympathiques, etc. Il faut amener ça aussi dans les entrepôts. C'est très important. La qualité du travail, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Mais c'est un métier, je pense, qui est fondamental aujourd'hui comme brique sociétale. Dont on parle, à mon avis, assez peu en termes d'intégration sociale, de mettre le pied à l'étrier pour trouver un job. Donc c'est important dans l'écosystème et je trouve que c'est une dimension qui n'est pas très mise en avant. Donc on parle beaucoup de la transition écologique à juste titre, mais là aussi, encore une fois, de toute façon, ça se fera progressivement. Mais je pense qu'il faut le voir aussi comme... et pour ça, il faut que les conditions de travail s'améliorent, mais il faut vraiment le voir comme la place que joue cette industrie dans l'emploi. Et dans le fait que beaucoup de personnes accèdent au marché du travail grâce à ces métiers. Et chez Hafner, vous avez des difficultés de recrutement. Moi, je lisais que 60% des entreprises, des chefs d'entreprise de votre secteur disaient qu'ils avaient du mal à recruter. On voit que j'ai lu les chiffres de la part des salariés du transport routier âgés de plus de 50 ans qui augmente alors que celle des 18-30 ans recule. Il y a aussi très peu de femmes, c'est 2,6% du personnel roulant, je crois, en France. Comment est-ce que vous travaillez sur ces questions-là ? Alors déjà, pour rebondir sur le dernier point, Hafner a la chance d'être avec les femmes relativement... il y a une part de femmes qui est importante. On est à 31%, je crois que la moyenne du secteur est à un peu plus de 20%, je parle un peu sous votre contrôle. Il se trouve qu'on a un index d'égalité homme-femme qui est de 89, etc. Donc on est assez au-dessus notamment du secteur, mais de la norme. Donc voilà, donc là-dessus, c'est pas un vrai sujet pour nous. Les femmes, effectivement, on les retrouve plus dans les catégories employés et supérieurs, pas tellement sur le quai, vous en doutez bien. Pour les chauffeurs routiers, il y a un sujet qui est important. On parle de la livraison en centre-ville. Je vous invite à suivre une tournée de livraison et de voir l'enfer que ça peut être. Pas de place de livraison. On décharge, on se fait enguirlander par toute la file derrière. On dépose sur le trottoir, on se fait là encore incendier parce qu'on n'a pas livré à l'étage, vous comprenez, etc. Donc c'est quand même un métier extrêmement compliqué. Chauffeur-livreur en ville, c'est un métier dur, très dur. Mais néanmoins, effectivement, il faut aussi qu'on travaille avec les destinataires de nos clients à l'amélioration. Pour les chauffeurs poids lourds, c'est encore un autre sujet. Vous aviez quand il y avait le service militaire, des gens qui passaient leur permis poids lourd au service militaire et qui bénéficiaient de cette formation et qui arrivaient sur le marché du travail. Aujourd'hui, un permis poids lourd, c'est excessivement cher, c'est 4 500 € ou 5 000 €. Personne ne veut vraiment financer ça, ou n'a les moyens de le faire, etc. Donc il y a un problème aussi d'adéquation de moyens et avec la demande. Et puis pour le reste, Pierre-Olivier le disait parfaitement, c'est un travail sur les conditions de travail permanent, sur les quais, dans les tournées de livraison, pour faire en sorte que nos chauffeurs soient bien reçus, etc. Travailler parfois aussi avec des écosystèmes à nouveau pour bien distinguer les typologies de livraison. On ne livre pas un garage Peugeot comme on livre un particulier qui demande de monter à l'étage, qui demande de déposer les choses à un autre endroit que c'était prévu, etc. Donc typiquement, pour aussi soulager un petit peu nos collaborateurs, on travaille avec d'autres compagnies qui font ça très bien et avec lesquelles on s'associe pour bien distinguer les livraisons aux particuliers et les livraisons aux destinataires plus industriels. Donc c'est tout un travail permanent d'amélioration de la qualité de vie au travail sur laquelle on est. Et puis cette année, ça ne nous a pas empêché d'apparaître dans les 500 meilleurs employeurs du classement Capital. Donc c'est une bonne chose. Voilà. Anne-Marie Drac, comment est-ce qu'on renforce l'attractivité pour les jeunes générations vers ces métiers-là ? Alors, je souscris complètement à ce qui a été dit, et en particulier sur le rôle d'intégration, sur la brique intégration de ce travail, de ces métiers-là, et encore une fois, partout. Partout, pratiquement dans toutes les communes, il y a autant de transporteurs routiers que de communes. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils sont au même endroit, mais voilà. Donc ce rôle d'intégration sociale. Récemment, j'ai présidé le jury d'une revue, l'association pour la formation dans les transports. Et ce qui m'a frappé, c'était des projets de jeunes. Bon. Et tous, ils étaient sur les technologies avec vraiment exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire des technologies qui rendent le travail plus facile, en même temps qu'elles facilitent la qualité de service pour les clients, que ce soit avec des engins ou des outils de robotique ou tout simplement une autre organisation des quais ou des circulations intérieures des entrepôts. Bon. Et donc c'était très frappant de voir à la fois plein de jeunes engagés, passionnés par ces métiers, et deux, le lien
que fait la technologie entre le service client et le service, si on peut dire, interne. Et moi j'ai toujours trouvé que c'était comme ça qu'on faisait avancer les choses, quand il y a un intérêt conjoint entre le collaborateur et son client. Merci beaucoup Anne-Marie Drac. Je rappelle que vous êtes présidente de France Logistique, Pierre-Olivier Brial, directeur général délégué de Manutan et partenaire de cette émission, et Jean-Thomas Schmitt, directeur général d'Epner, société de transport et de logistique. On se retrouve bien sûr le mois prochain pour un nouveau numéro de Smart at Work sur Bismart.